Un inconnu a trouvé 2 enfants abandonnés sur la route, sans savoir qu'il s'agissait des filles disparues d'un millionnaire. Il n'avait pas parlé depuis le jour de sa naissance, soit 10 ans. Son frère jumeau ne pouvait pas marcher. Il voyait le monde plus clairement que la plupart des gens. Ensemble, ils vivaient au bord d'une route de campagne, abandonnés, oubliés. Ils n'avaient rien d'autre que leur présence mutuelle, seuls. Un jour, un gentil inconnu s'est arrêté en voiture. Leur vie a changé pour toujours. Mais ils n'en avaient aucune idée. L'une de ses filles portait un secret qui allait mener à une vérité enfouie au plus profond du cœur d'un milliardaire. Si tu crois aux secondes chances, aux miracles silencieux et à l'amour qui surgit quand on s'y attend le moins, cette histoire est pour toi. Si tu crois aux secondes chances, aux miracles silencieux et au genre d'amour que l'on trouve quand on s'y attend le moins, alors cette histoire est faite pour toi. Respire profondément, détends-toi et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui te toucheront droit au cœur. Si tu as aimé notre nouvelle voix, n'hésite pas à nous faire part de tes impressions dans les commentaires. Ton avis est très important pour nous. Tu es prêt? Commençons notre histoire. Le soleil du Texas, tel une pièce de monnaie fondue, se couchait, projetant une lumière ambrée. Sur les plaines ouvertes, la poussière volait derrière le vieux pick-up de Luc Moreau. Son bras gauche était appuyé contre la fenêtre, profitant de la brise, tandis que son bras droit serrait inconsciemment le volant. Le volant. Il avait emprunté cette route des centaines de fois. Froid. Chaque virage était gravé dans sa mémoire comme une vieille cicatrice. Il la connaissait comme une vieille cicatrice. Mais aujourd'hui, quelque chose avait changé. Juste devant lui, au-delà du virage, là où le blé rencontrait l'horizon, un mouvement avait attiré son regard. Il a ralenti. Instinctivement, il a ralenti. Alors que le pick-up avançait, il les a vues. 2 filles. 2 filles. L'une poussait un fauteuil roulant à 2 mains. Fauteuil roulant à 2 mains, c'est pas lent et laborieux. La fille dans le fauteuil était assise raide, le visage pâle, sous un rideau de cheveux châtains emmêlés lui tombait sur le visage. Aucune des 2 filles n'avait l'air d'avoir plus de 10 ans. Aucun adulte n'était en vue. Luc fronça les sourcils. Sans réfléchir, il gara le camion. Il gara le camion et il sortit de ses bottes, faisant crisser le gravier. Il fit crisser le gravier sous ses bottes. C'est alors qu'il l'entendit. Le moteur grondait, grave et sourd. Le moteur grondait, grave et sourd. Il approchait derrière le virage. Un camion, gros et rapide, approchait. Un camion, gros et rapide, se dirigeait vers elle. Il se précipita vers sa trajectoire. « Hé !» cria-t-il en se précipitant. Il se précipita en avant. La fille qui poussait le fauteuil roulant leva les yeux écarquillés. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son ne sortit. Mais aucun son ne sortit. Elle essaya de pousser, mais ses jambes se dérobèrent sous elle. Plus fort encore, mais ses jambes se dérobèrent sous elle. L'autre. La fille tourna la tête vers le bruit. Du moteur. Luc vit là. La panique se lisait sur son visage. Elle agrippa les accoudoirs de son fauteuil roulant, les doigts tremblants. Elle agrippa les accoudoirs de son fauteuil roulant avec des doigts tremblants. Le camion arrivait trop vite pour s'arrêter. Le camion arrivait trop vite pour s'arrêter. Luc, il n'hésita pas. Il sprinta, l'air chaud lui brûlant les poumons. L'air chaud lui brûlait les poumons. D'un seul mouvement fluide, il plongea. D'un mouvement fluide, il plongea. Il saisit la fille par derrière. Il la prit dans ses bras et la souleva. Sans s'arrêter, il attrapa le fauteuil par la poignée. Il s'arrêta, attrapa le fauteuil par la poignée et la tira à côté de lui tout en plongeant vers le fossé. Il plongea vers le fossé. Le rugissement du véhicule qui arrivait explosa à côté d'eux. Le véhicule qui arrivait explosa à côté d'eux. Une fraction de seconde plus tard, le vent fouettait sa chemise. Fraction de seconde plus tard, le vent fouettait la chemise de Luc. Comme un drapeau dans une tempête. Tempête. Le camion continua sa route, son conducteur n'ayant rien remarqué, n'avait rien remarqué. Luc gisait sur le sol, haletant, serrant l'enfant tremblante dans ses bras. Sol, haletant, serrant l'enfant tremblante dans ses bras. Ses bras, le fauteuil roulant renversé contre. L'herbe sèche. Un silence épais suivit. Un silence épais, lourd, sacré. « Ça va ?» demanda-t-il en levant doucement la tête. La fillette leva doucement la tête. La fillette cligna des yeux. Cligna des yeux. Elle ne répondit pas. Ses yeux, d'un gris doux comme un matin nuageux, restèrent clos. Ses yeux d'un gris doux comme un matin nuageux semblaient le traverser plus, qu'il ne le regardait pas. La petite fille assise dans le fauteuil chercha la main de sa sœur et la serra. Fort. « Elle ne parle pas, dit-elle, doucement. Pas depuis qu'elle a 4 ans. » Luc posa son regard sur la petite fille assise dans le fauteuil. Fauteuil. Sa voix était calme et posée. Elle était trop mûre pour son âge. « Et parler ?» demanda-t-elle. « Tu es blessé ? Tu es blessé ?» Elle secoua la tête. « Juste fatiguée. » Luc se leva lentement et souleva. La petite fille était silencieuse, comme si elle ne pesait pas plus.
qu'un paquet de plumes. Il la reposa doucement. Il la déposa doucement dans le fauteuil roulant. L'autre fille ajusta le pull de sa sœur. L'autre fille ajusta le pull de sa sœur. Elle le remonta sur ses épaules avec attention, puis ajusta le pull sur ses épaules avec l'attention habituelle. Luc s'agenouilla. Il s'agenouilla devant elle. « Où sont vos parents ?» Celle qui était dans le fauteuil roulant baissa les yeux. La fille debout hésita. « On n'en a pas. Vraiment ? Plus maintenant. » Ces mots frappèrent Luc plus durement qu'il ne s'y attendait. « Comment ? Vous appelez-vous » demanda-t-il. « Je m'appelle Élise » répondit la fille dans le fauteuil. La fille dans le fauteuil répondit « Je m'appelle Élise et elle, c'est Clara. Et elle, c'est Clara. Élise et Clara. » Ces prénoms leur allaient bien. Ils étaient doux, simples, intemporels. Luc expira. « Bon, Élise et Clara, je ne peux pas. Vous laissez ici, au bord de la route. » Élise leva les yeux. Les yeux. On n'était pas censé être là. On n'était pas censé être là. Elle cherchait quelqu'un. Luc pencha la tête. La tête. Qui ? Willow fouilla dans son sac à dos et en sortit un morceau de papier plié. Elle fouilla dans son sac à dos et en sortit un morceau de papier plié. C'était un dessin d'enfant. Un dessin rudimentaire mais reconnaissable. Une petite caravane entourée de pins. Une petite caravane entourée de pins. Une femme aux longs cheveux bruns. Une femme aux longs cheveux bruns. Deux filles se tenant la main sous un croissant de lune. Deux filles se tenant la main sous un croissant de lune. Lune. Elle est venue une fois, murmura Élise. À l'endroit où il nous gardait, elle n'avait pas, elle avait le droit de rester, mais elle avait promis qu'elle nous retrouverait. Luc examina le dessin, la tristesse. Il examina le dessin et les traits. Où étiez-vous avant ? Une maison ? Pas vraiment une maison, dit Élise, doucement. Ils appelaient ça un centre d'accueil. Mais ce n'étaient que des gens qui attendaient. Nous partions, et ils attendaient. Clara acquiesça en passant. Elle posa un doigt sur ses lèvres, puis sur son cœur. Un signe que Luc ne comprenait pas, mais il le ressentait au plus profond de lui-même. « Nous sommes partis hier soir. »« Soir », continua Élise. « Nous allions suivre la carte, » se souvint Wheeler. Mais la roue de sa chaise s'est cassée. Nous ne pouvions pas aller plus loin. Nous ne pouvions pas aller plus loin. Luc déglutit. Les filles avaient survécu à la nuit. Sans protection, elles poussaient un fauteuil roulant cassé, le long d'une route de campagne. Et maintenant, elles étaient là, elles étaient à peine debout, le cœur rempli. D'une personne qui existait peut-être, ou peut-être pas. Il aurait été plus facile de s'en aller, d'appeler les autorités pour laisser le système faire son travail, prendre le relais. Mais il se souvenait de la main de son propre père. Fils tenait dans la sienne ce qu'il avait perdu. Il avait ressenti en perdant tout. Luc se leva. « Bon, tu viens ? Viens avec moi. » Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. « Tu n'as pas à faire ça. Pas besoin de faire ça. Je sais que je n'y suis pas obligé, dit-il, mais je ne vais pas laisser deux filles qui ont... J'ai plus de force dans le cœur que la plupart. Des hommes que j'ai rencontrés. » Il poussa le fauteuil. Il poussa le fauteuil vers son camion, souleva Clara pour l'installer sur le siège avant, puis replia le fauteuil. Il replia ensuite le fauteuil, puis s'assit sur le siège avant. Il le rangea dans le coffre. Élise s'assit tranquillement à côté d'elle. Sœur, son doigt toujours enlacé dans le sien. Celui de Clara. Alors que le camion s'éloignait, le crépuscule tombait sur les champs derrière. Les ombres de ces deux silhouettes se projetaient sur la route. La route était bordée de champs dont les ombres s'allongeaient. Pour la première fois depuis des années, Luc Moreau n'avait pas l'impression d'être seul au volant. La cabane se dressait à l'orée d'un... La cabane était en bois, usée mais solide. Il était le propriétaire de cette cabane, usée mais solide. Une véranda couverte craquait, sous les bottes de Luc, qui portait le fauteuil roulant d'Élise pour monter les marches. Willow marchait juste derrière, sa petite main, agrippée à la sangle effilochée de son sac à dos, était comme s'il s'agissait du dernier. Fil qui la reliait à quelque chose de sûr. À l'intérieur de la maison, l'odeur était un peu le bois de pin et le cuir vieilli. Des grains de poussière flottaient dans la lumière ambrée qui filtrait, à travers la fenêtre de la cuisine. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez lui. Grand-chose, mais c'était chez lui, du moins pour le moment. « Luc, les toilettes, c'est tout ?» demanda Luc. Il montra un couloir étroit. « Vous avez faim ? Avez-vous faim ?» Élise acquiesça légèrement. Luc, il fouilla dans le garde-manger, en sortit un pot de beurre de cacahuète et trouva quelques... Il trouva également quelques crackers. Ce n'était pas un repas, mais c'était quelque chose. Tout ce qu'il avait. Élise aida Clara à s'asseoir sur un tabouret devant le comptoir de la cuisine. Comptoir de la cuisine. Elle était précise. Elle était prudente. Chacun de ses gestes guidés par un instinct de grande sœur qui semblait, comme un deuxième cœur pulser en elle. Luc les observait en silence. Il avait vu
il avait vu beaucoup d'enfants dans sa vie. Ancien entraîneur de football et père, il avait vu beaucoup d'enfants. Entraîneur de football et père, il avait appris à les comprendre. Mais ces deux-là, ils ne se comportaient pas comme des enfants. Ils n'avaient connu que l'amour. Ils se comportaient comme des survivants. Quand Élise eut fini de donner quelques petites bouchées à Clara, elle leva les yeux. « On va rester ici cette nuit ? Rester ici cette nuit ?» Luc hésita. « C'est comme vous voulez, si vous vous sentez à l'aise. Il n'y a que moi et le chien. Il est probablement parti chasser les écureuils. Il est probablement parti chasser les écureuils. On n'a pas peur, dit Élise. Je ne pensais pas que vous aviez peur. » Il prit une photo représentant de l'eau et la posa devant lui. « Il devrait appeler quelqu'un, ajouta-t-il. « Je devrais appeler quelqu'un, ajouta Luc. Plus pour lui-même que pour eux. Il y a des lois à ce sujet. Des lois à ce sujet. » Le visage d'Élise se crispa. « On a déjà été dans des endroits où il y a des lois. C'est là qu'ils ont frappé Clara. Là, ils ont frappé Clara. » Luc se figea. Ce qu'ils ont dit qu'elle n'avait pas écouté. Mais elle l'a fait. Elle écoute toujours mieux qu'eux. Tout le monde. Mais elle ne peut pas parler. Alors, ils ont pensé qu'elle ne faisait pas d'efforts. D'efforts. Ses mains se serrèrent en poing, avant qu'ils ne puissent les en empêcher. Ils l'ont frappée. Élise acquiesça lentement. Et ils m'ont traité de fauteur de troubles parce que je posais trop de questions. Questions. Alors, on a arrêté de parler. On a arrêté de parler. J'ai arrêté de poser des questions. Nous sommes restés silencieux. Luc s'assit en face d'eux. Les yeux de Clara le suivaient, calme et immobile. Elle fouilla à nouveau dans son sac à dos et elle en sortit un petit carnet de croquis. Elle ouvrit une page et la tourna vers lui. Ouvrit une page et la tourna vers lui. Lui, c'était le portrait d'une jeune fille, elle-même, assise dans une pièce sombre aux fenêtres grillagées. Dehors, une autre. Dehors, une autre. Une autre valise attendait avec une version d'elle-même, une valise à la main. La lune veillait depuis le ciel, comme un gardien auquel personne ne croyait. Luc fixait le dessin. Il n'était pas juste bon, il était obsédant. Elle se souvenait de tout, murmura Élise. Elle se souvient de tout, murmura Élise. Elle voit tout en images. Elle voit tout en images. C'est comme ça qu'elle parle. C'est une artiste, murmura Luc. C'est une artiste, murmura Luc. C'est une survivante. Luc se cala dans sa chaise et se frotta le visage. Il se frotta le visage. Il savait comment. Le système pouvait fonctionner. La bureaucratie, les refuges surpeuplés. La bureaucratie, les refuges surpeuplés. La façon dont les bonnes intentions laissaient trop souvent place à la négligence. Place à la négligence. Mais tout de même, que pouvait-il faire ? Faire, les accueillir chez lui. Faire comme si la loi n'existait pas. N'existait pas ? Ou était-ce l'un de ces moments imprévisibles ? Mais c'est une expérience qui te marque à jamais. Tu as déjà mangé des pancakes ? As-tu déjà mangé des pancakes ? Demanda-t-il soudainement. Élise cligna des yeux. Quoi ? Des pancakes ? Je les prépare très bien. Elle sourit. Pas depuis des années. Eh bien, demain matin, tu auras les meilleurs. Texas. Clara sourit faiblement. Clara sourit faiblement, à peine, perceptible. Mais c'était là. Cette nuit-là, Luc leur avait donné la chambre d'amis. Cette nuit-là, Luc leur avait donné la chambre d'amis. Il sortit des draps propres et une couette qu'il avait oubliée depuis des années. Il n'avait pas utilisée depuis des années. La chambre était petite. Elle avait une fenêtre qui donnait sur les arbres et une vieille bibliothèque remplie de livres. Livres que sa femme lisait à leurs enfants. Fils. Élise aida Clara à enfiler un t-shirt que Luc leur avait proposé, dont les manches tombaient jusqu'au coude. Et elle rit silencieusement, le corps secoué de fou rire. Luc resta il se glissa dans le couloir pour les écouter. Un son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. La légèreté des enfants sains et saufs. Alors qu'il se retournait, en regagnant sa chambre, il remarqua quelque chose sur le sol, près de la porte. Un petit bout de papier plié. Il le ramassa et l'ouvrit. C'était un mot écrit de la main d'un enfant, en lettres tremblantes et inclinées. Merci. Merci de ne pas nous avoir demandé de partir. On ne cassera rien. On veut juste rester ensemble. Élise et Willow Luc restèrent. Là, un long moment, tenant le mot. Dans sa main calleuse, les yeux piquants, il ne pouvait pas vraiment expliquer les raisons de cette décision. Il retourna dans le salon, se servit un petit verre de bourbon. Et s'assit dans le vieux fauteuil. Et but une gorgée. Le feu crépitait faiblement dans la cheminée. Faible et crépitant dans la cheminée, réconfortant. Il se dirigea vers le couloir et dit doucement dans l'obscurité : « Ce ne sont peut-être pas eux qui ont besoin d'être sauvés.
Le matin arriva avec le doux bourdonnement des laits cigales et la lumière dorée du Texas. La lumière dorée du Texas filtrait à travers les stores. Luc se tenait devant la cuisinière, vêtu d'un simple t-shirt blanc. Devant la cuisinière, vêtu d'un simple t-shirt blanc. Il portait un simple t-shirt blanc et un jean, et retournait des pancakes dans sa poêle en fonte. L'odeur du beurre noisette embaumait la cuisine, emplissait la cuisine. Il n'avait pas cuisiné depuis des années, comme ça, depuis des années. La dernière fois qu'il avait fait des pancakes, c'était pour un garçon. Il les aimait avec du beurre de cacahuète et des bananes. Il s'était assis en tailleur sur le... Il attendait avec le sirop déjà à la main, assis en tailleur sur le comptoir. La main. Luc chassa ce souvenir d'un battement de paupières. Cette époque était révolue. Cette vie était révolue. Mais ce matin-là, il se sentait différent. Ce n'était pas un remplacement, jamais. Non, c'était autre chose. Plutôt une lueur, une possibilité. Il entendit des pas légers. Clara apparut, vêtue d'une chemise en flanelle trop grande qui lui arrivait aux genoux. Vêtue d'une chemise en flanelle trop grande qui lui arrivait aux genoux, un carnet de croquis sous le bras, elle croisa son regard, prudent mais déterminé. Elle croisa son regard, avec prudence, mais sans crainte, et lui adressa un regard clair. « Bonjour, dit Luc. J'espère que tu as faim. Tu as faim ?» Will fit un petit geste de la main, la paume à hauteur de sa bouche, puis leva le pouce. Il sourit. « Je prends ça pour un oui. » Élise entra derrière lui, se déplaçant avec assurance sur le parquet. Elle portait une chemise propre et elle avait tressé les cheveux de Clara avec une précision remarquable. « Vous êtes des lève-tôt, » dit Luc. Il empilait des pancakes dorés. « On n'a pas beaucoup dormi, » répondit Élise, d'une voix calme mais ferme. « Trop de nouveaux bruits. »« Ouais, » répondit Luc. « Cette maison a son propre langage. » Il lui tendit une assiette et la regarda. Willis se glissa sur le banc à côté de sa sœur. Il tendit une assiette à sa sœur et regarda Willis se glisser sur le banc à côté d'elle. Elle attendit qu'Élise prenne. Là, elle prit sa première bouchée avant de prendre ça. Il attendit qu'Élise prenne la première bouchée avant de prendre sa fourchette. C'était un rituel subtil, protecteur, synchronisé, silencieux. À la moitié du petit déjeuner, Clara attrapa son carnet de croquis. Elle ouvrit une page vierge et se mit à dessiner. Une page vierge et se mit à dessiner sans hésiter, la main agile, jetant de temps à autre un regard vers la porte. Hésitant, la main agile, elle jetait de temps à autre elle jeta un coup d'œil à Luc. Il ne l'interrompit pas. Quand elle eut terminé, elle lui montra son croquis. Terminé, elle lui présenta son croquis. C'était la cuisine, dessinée depuis ça, la cuisinière, la fenêtre, là, la table du petit déjeuner, et au centre, Luc tenant une spatule, surpris. Luc tenant une spatule, surpris. En plein rire. Ce n'était pas juste un dessin, c'était un souvenir gravé en temps réel. C'était un souvenir gravé en temps réel. Luc, il déglutit péniblement. « T'es incroyable. Petite. Elle dessine ce dont elle se souvient, dit Élise, doucement. Pour ne pas oublier, on a déjà perdu trop de choses. » Luc s'appuya sur la table. Elle s'appuya sur la table. « Vous êtes déjà allé à l'école ? On était censé y aller, dit Élise. Mais le centre a estimé que ça ne valait pas le coup. La peine de remplir tous les papiers. À la place, ils nous ont appris à plier le linge. » Luc sentit son estomac se nouer. Qui était censé veiller sur nous? Veiller sur nous? Personne, dit Élise, ou du moins, personne qui restait plus d'une semaine. Ceux qui s'en souciaient ne restaient pas. Les autres ne remarquaient pas quand Clara avait arrêté de prendre ses médicaments. Les autres ne remarquaient pas quand Clara avait arrêté. Parler ou quand j'avais commencé. Luc serra les mâchoires. Il imaginait un monde où des enfants comme Élise et Clara et les autres enfants comme elle étaient oubliés, mis de côté, parce qu'ils ne correspondaient pas au moule. Mais il n'avait pas besoin d'imaginer trop fort. Il n'avait pas besoin d'imaginer trop fort. Il l'avait vu. Il l'avait vu. Sa défunte femme, Sophie, avait travaillé dans la défense des droits des enfants. Elle rentrait souvent à la maison, abattue, les yeux lourds du poids des enfants des autres. Des enfants qui étaient passés à travers des mailles du filet si larges qu'on aurait pu faire passer un camion. Luc fixa. Les filles se tenaient devant lui. Elles étaient courageuses, certes, mais pas dans le sens des héros de cinéma. C'était un courage différent. Un courage qui vient de l'endurance et de l'adaptation. De la survie sans perdre sa capacité à penser. De prendre soin les unes des autres. Il se leva. Brusquement, il se leva. « Venez avec moi », dit-il. Elles le suivirent dans le jardin. Elles le suivirent dans le jardin où les hautes herbes ondulaient dans la brise. Les arbres s'étiraient comme des sentinelles au-dessus de leur tête. Sur le côté se trouvait un petit cabanon. La porte de ce dernier était légèrement entr'ouverte. Luc s'approcha et ouvrit la porte. Il s'approcha et ouvrit la porte.
À l'intérieur se trouvaient de vieux outils et des planches de bois. Un vélo rouillé et un établi couvert de poussière se trouvaient là. De poussière. C'était l'endroit où mon fils passait son temps, dit-il d'une voix rauque. D'une voix rauque. Son cabanon de bricolage. Il était constructeur. Il était constructeur. Il fabriquait des nichoirs et de petits wagons. Élise regarda autour d'elle. Elle le regardait, les yeux remplis de tendresse. Il a vécu ici. Longtemps? Luc marqua une pause. 7 ans. C'est tout ce qu'on sait. Ce qu'on sait. Les deux filles restèrent silencieuses. Elles n'avaient pas besoin de parler. Le silence entre elles était plus éloquent que tous les mots. Le silence était plus éloquent que tous les mots. Aurait pu l'être. Je me disais, poursuivit Luc, qu'on pourrait peut-être transformer cet endroit en quelque chose qui te plairait. Un endroit où tu pourrais peindre ou faire ce que tu veux. Will cligna des yeux, puis regarda autour de lui dans la remise, imaginant déjà le résultat. On pourrait peut-être transformer cet endroit en quelque chose pour toi. Un endroit où tu pourrais peindre ou faire tout ce que tu veux. Il cligna des yeux, puis regarda autour de lui. Il imaginait déjà ce qu'il pourrait en faire, à quoi elle pourrait la transformer. Elle entra. Elle passa ses doigts sur la table en bois et acquiesça. Luc se tourna vers Élise. Et pour toi, je pensais construire une... Pour toi, je pensais construire une rampe depuis le porche faciliterait l'entrée et la sortie. On pourrait même transformer une partie du garage, du camion si on doit aller en ville. Élise le regarda longuement, puis elle lui demanda « Pourquoi fais-tu cela ?» Luc s'agenouilla à côté d'elle. « Parce que tu le mérites. Parce que je pense que tu as dû te battre trop dur pendant trop longtemps. Et peut-être que c'est ici que ça s'arrête. Peut-être que c'est ici que ça s'arrête. » Son menton trembla légèrement avant qu'elle ne reprenne. Elle détourna le regard. Luc se leva et frappa. Il frappa dans ses mains. « Bon, tout d'abord, cet endroit a besoin d'être nettoyé. Vous êtes partant? Êtes-vous partant ?» Élise acquiesça. Will leva le pouce. Le pouce. C'est ainsi que la journée commença. La journée commença. Pas par un sauvetage, ni par un geste charitable ou grandiloquent, mais par 3 personnes. Nettoyant une cabane oubliée, insufflant un nouveau souffle dans du vieux bois et construisant quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui ressemblait déjà à un foyer. Cette nuit-là, alors que le vent soufflait doucement dans les arbres, la cabane était chaleureusement éclairée de l'intérieur. L'intérieur était chaleureusement éclairé. Luc était assis seul près de la cheminée. Luc était assis seul près de la cheminée. Un bourbon tranquille à la main, il regardait le feu danser dans la cheminée. Une douleur familière s'installait dans sa poitrine. Les filles dormaient, ou du moins semblaient dormir. Elles étaient silencieuses derrière la porte de la chambre d'amis. Il n'avait pas entendu un bruit depuis des heures. Il n'avait pas entendu le moindre bruit depuis des heures. Il fixait le feu, dont les flammes oranges dansaient comme des souvenirs. Dansaient comme des souvenirs. Au-dessus de lui, sur la cheminée, un cadre photo était retourné. Il ne l'avait pas touché depuis des années. Il tendit la main, les mains fermes mais lentes, et le retourna. Il le retourna. C'était Sophie et leur fils, Léo. Leur fils, Léo. La photo avait été prise 2 semaines avant l'accident. Elle avait été prise 2 semaines avant l'accident. Léo avait perdu une de ses dents de devant. Avait perdu une dent de devant. Il souriait comme si c'était la plus belle chose au monde. Au monde. Les yeux de Sophie étaient remplis de quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis l'espoir. La possibilité. Le genre de foi qui dit que tout va s'arranger. La gorge de Luc se serra. Il se serra. Il n'avait pas pleuré depuis longtemps. Pas quand il les avait enterrés. Pas quand il avait vendu leurs vêtements. Il avait vendu leurs vêtements. Pas quand les chevaliers étaient devenus si silencieux qu'ils pouvaient entendre la maison respirer. Mais ce soir, avec les filles endormies au bout du couloir, les filles qui n'avaient aucune raison de lui faire confiance, et pourtant, son armure commençait à se fissurer. Il essuya une larme avec le talon de sa chaussure. Il essuya une larme avec le talon de sa main. C'est alors qu'il entendit le plus léger des craquements derrière lui. Un craquement retentit derrière lui. Se retournant, il vit Élise. Elle était assise dans son fauteuil, vêtue d'une de ses vieilles chemises en flanelle, les cheveux en bataille. Elle portait une de ses vieilles chemises en flanelle et ses cheveux étaient en bataille. Les tresses défaites. Elle ne dit rien, se contentant de le regarder. « Tu devrais dormir », dit Luc en essayant de paraître calme. « Devrais dormir », dit Luc en essayant de paraître. Il se montra décontracté. « Je n'y arrivais pas », répondit-elle. « J'avais trop de pensées. » Il lui indiqua l'autre fauteuil. Elle se roula sur elle-même, s'arrêtant à quelques centimètres de lui, et posa ses bras sur les accoudoirs. Il lui indiqua l'autre fauteuil. Elle s'arrêta à quelques centimètres de lui, et posa ses bras sur les accoudoirs. Il lui indiqua l'autre fauteuil. Elle se roula sur elle-même, s'arrêtant à quelques centimètres de lui, et posa ses bras sur les roulettes. « Je restais souvent comme ça, au centre », dit-elle en écoutant Clara. Je respirais, m'assurant qu'elle ne pleurait pas. Son sommeil.
Luc acquiesça. Tu es protecteur. Elle est tout ce que j'ai, répondit Élise. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression que nous ne sommes peut-être plus seuls. Il ne savait pas. Il ne savait pas quoi répondre. Le silence était si. Il lui serrait la poitrine. J'ai vu la photo, dit doucement Élise en la posant sur la cheminée. Cheminée. Luc baissa les yeux. Oui, c'est mon fils. Et ma femme. Je suis désolé. Moi aussi. Elle aussi. Elle se rapprocha un peu. En roulant, elle se rapprocha. Ses yeux brillaient d'une lueur qui n'était pas seulement de la curiosité. Une lueur qui n'était pas seulement de la curiosité, mais aussi de la compréhension, qui ressemblait beaucoup à de la compréhension. Ma mère disait que le chagrin est comme une rivière, murmura-t-elle. On ne la traverse pas. On apprend simplement à flotter. Luc sourit faiblement. Il sourit faiblement. C'est intelligent. Elle était intelligente. Je ne me souviens pas de tout, juste de la sensation de ses mains. Elle me tenait le visage quand j'avais peur. Élise tendit la main et elle posa doucement sa paume sur celle de Luc. Au moment où elle le toucha, il se figea. Ce n'était pas seulement le geste, c'était ce qui l'accompagnait. Il n'y avait aucune pitié, il n'y avait aucune gêne, seulement une présence, seulement quelqu'un qui traverse le silence pour dire « Je sais », ce que ça veut dire de perdre et de continuer, malgré tout. Luc la regarda dans les yeux, gris, ses yeux étaient bleus, orageux et profonds. « T'es vraiment différente, Élise », murmura-t-il. Elle baissa les yeux. Il posa lentement la main. « Les gens me regardent et ils voient ce que je ne peux pas faire. Mais Clara, elle, voit ce que je ressens. Et toi, tu n'as pas fui. Quand tu nous as vus, c'est rare. » Luc se pencha en arrière et déglutit péniblement. « Tu ne sais pas combien de fois j'ai voulu fuir tout ça. Mais tu ne l'as pas fait, dit-elle. Et ça veut dire quoi? Quelque chose. » Ils restèrent assis ainsi pendant un moment. Le feu crépitait doucement entre eux. Ils restèrent assis ainsi, le feu crépitant doucement entre eux. Puis Luc s'éclaircit la gorge. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être vous aider. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être vous inscrire les deux filles à l'école. Il y a une école privée à elle propose des programmes d'intégration. Ils proposent des cours d'orthophonie, des ateliers artistiques, etc. Et même des sports adaptés. Élise haussa un sourcil. Tu t'es déjà renseigné? Peut-être, admit Luc. C'est une décision importante. Je pense que vous méritez les mêmes chances que tout le monde. Élise pencha la tête. Et s'ils disent non? Alors on trouvera quelqu'un qui dira oui. Élise esquissa un sourire rare. Elle esquissa un sourire. Tu n'abandonnes vraiment pas facilement, n'est-ce pas? Luc rit doucement. J'essaie de ne pas le faire. Il reculait lentement. Tu devrais te reposer, tu portes un lourd fardeau. Luc la regarda avec curiosité. Comment? Le sais-tu? Parce que je porte le mien aussi. Elle disparut dans le couloir, laissant Luc avec le cadre photo. Le feu s'éteignit et le silence s'installa. Ce dernier ne semblait plus vide, mais plein. Le lendemain matin, Willow était déjà partie. Willow était déjà sur le porte-fenêtre lorsque Luc sortit. Elle était assise sur la balançoire, les genoux repliés, son carnet de croquis à la main, en équilibre sur ses jambes. Elle leva les yeux. Elle lui tendit un dessin sans un mot. C'était une image du salon. Luc. Dans le fauteuil, Élise était assise dans son fauteuil roulant. À côté de lui, et entre eux, un feu, qui brillait. Mais il y avait autre chose. Derrière Luc, faible mais indéniable, se trouvait la silhouette d'un garçon. Un petit garçon, la main, souriant, sur l'épaule de son père. Luc le regarda, le souffle coupé. Le regard de Luc Will se posa sur lui, le souffle coupé. Will tendit la main et toucha le dessin. Il tapota doucement l'endroit où se tenait le garçon. Puis, elle désigna la poitrine de Luc. Un simple geste, pas besoin de mots. Il est toujours avec toi. Luc la regarda. Il la regarda dans les yeux, brillant. Merci, murmura-t-il. Clara sourit. Le ciel au-dessus de Pine Hollow scintillait sous la chaleur estivale. Pine Hollow scintillait sous le soleil estival. Le camion de Luc cahotait sur la route de gravier. Il se dirigeait vers la ville. Les vitres étaient baissées. Le vent chaud ébouriffait ses cheveux. Élise était assise à côté de lui. Ses lunettes de soleil légèrement trop grandes pour son visage. Elles étaient trop grandes pour son visage. Elle avait les bras croisés sur ses genoux. Clara était assise à l'arrière. Un carnet de croquis et un crayon à la main, les jambes repliées sous elle, le regard fixé sur les arbres qui défilaient. Cela faisait 3 semaines qu'il les avait trouvés sur la route. 3 semaines qu'il avait retrouvé sa maison, autrefois fermée par le chagrin,
C'était rempli de conversations tranquilles, de repas partagés, et le bruit des crayons sur le papier et des roues du fauteuil roulant. Sur le parquet, Luc était encore. Il était en phase d'adaptation. Les filles s'étaient adaptées plus vite. Il ne l'avait pas prévu. Élise avait pris en charge les tâches ménagères, sans qu'on le lui demande. Clara avait rangé Elle avait classé les tiroirs de la cuisine par couleur et par catégorie. Elles étaient efficaces et silencieuses, attentives, comme si elles avaient compris depuis longtemps que prendre trop de place avait des conséquences. Aujourd'hui, Luc les emmenait en ville, pour la première fois. Il fallait d'abord passer à la quincaillerie, puis il ferait un détour par la bibliothèque municipale. Les yeux d'Élise s'étaient illuminés lorsqu'il avait mentionné les livres. Clara, elle, en avait simplement dessiné un, alors qu'ils se garèrent derrière le magasin. Luc se gara à côté d'une longue caravane argentée, avec des panneaux extérieurs usés par le temps. Une corde à linge pendait à un arbre voisin. Des chemises et des chaussettes délavées séchaient au soleil. Le soleil les faisait briller. « Quelqu'un vit ici » demanda Élise. « Oui » répondit Luc en sortant de la voiture. « Elle s'appelle Mara. Elle travaillait avec ma femme à la clinique du comté. Elle s'appelle Mara et travaillait avec Sophie, l'infirmière de la clinique du comté. Infirmière, je crois. Elle était discrète, mais gentille. Willow était... Elle était déjà en train de regarder par la fenêtre du camion. Son carnet de croquis ouvert sur ses genoux, en direction de la caravane. Sur ses genoux, le crayon était suspendu juste au-dessus du papier. Luc aida Élise à descendre. Il déplia ensuite sa chaise. Il la poussa vers l'entrée du magasin. En se dirigeant vers l'entrée du magasin, il remarqua quelque chose d'étrange. La porte d'entrée de Mara était légèrement entr'ouverte. Un rideau pâle flottait, comme un souffle. Il n'y avait aucun mouvement, aucun bruit. À l'intérieur de la quincaillerie, Luc laissa les filles étaient dans le petit coin lecture. Il cherchait des boulons, des vises et un nouveau loquet pour la remise. Quand il revint 15 minutes plus tard, Clara avait dessiné une maison. Minutes plus tard, Clara avait dessiné une représentation parfaite de la caravane avec une femme, debout derrière le rideau, qui les observait. « Elle t'a fait signe » demanda Luc en regardant le dessin. Il regarda le dessin. Willow secoua lentement la tête. Élise jeta un coup d'œil au dessin et elle fronça les sourcils. Elle nous observait. « C'est probablement juste de la curiosité » répondit Luc. « Mais je vais aller voir si tout va bien. » Plus tard dans l'après-midi, alors que les filles étaient à l'intérieur, Luc reprit le chemin en train de lire. Il frappa à la caravane de Mara. Il frappa 2 fois. Pas de réponse. Il frappa à nouveau. Mara. C'est Luc Moreau. Toujours rien. Mais le rideau bougea. Il attendit un instant, puis il tourna la poignée. La porte n'était pas verrouillée. À l'intérieur, l'air était chaud et sentait la lavande et la poussière. Légèrement la lavande et la poussière. Un ventilateur oscillait dans un coin. Sur la table se trouvait une écharpe à moitié tricotée et un livre ouvert. Une paire de lunettes et surtout une coupure de journal avec une photo jaunie. De 2 bébés filles. Luc s'approcha. Le titre disait « Des jumelles nées dans le 1 secret entourent les rumeurs de disparition. Dans les airs. » Son estomac se noua. Soudain, une voix se fit entendre dans la chambre. « Tu ne devrais pas être là. » Il se retourna. Mara se tenait dans l'embrasure de la porte, mince, les cheveux grisonnants et les yeux qui, il paraissait plus vieux que son âge. Elle s'agrippait au cadre de la porte, comme si elle avait peur de tomber. S'agrippant au cadre de la porte, elle semblait prête à s'effondrer, la soutenait. « J'ai frappé » dit Luc, doucement. « J'ai vu les filles dessiner. Elles ont dit que quelqu'un les regardait. Mara ne le nia. Elle baissa simplement les yeux. « Tu les connais » dit Luc. Ce n'était pas une question. Mara acquiesça à peine. Sa voix était rauque, à force de ne pas parler. « Ce sont les miennes. » Luc. Il retenait son souffle. « Tu es leur mère. » « Oui. » Elle fixait son cœur qui battait la chamade. « Elle. Ils pensent que tu es parti. J'ai dû les laisser. Croire que c'était la seule solution. C'était le seul moyen de les protéger. » Luc essaya de calmer sa voix. « Tu veux leur expliquer ?» Mara s'est lentement dirigée vers la table de la cuisine et s'est assise comme si chaque os de son corps lui faisait mal. « Corps lui faisait mal ? J'avais 24 ans, a-t-elle dit. Je travaillais de nuit à la clinique. Je suis tombée. J'étais amoureuse d'un homme qui n'était pas à moi. Roderick Dane, le fils d'Evelyn Dane. Je le connais. » Luc a hoché la tête. «
Tout le monde connaissait les Dane. Les Dane. Leur nom figurait sur la moitié des plaques d'immatriculation du Texas. Hôpitaux du Texas. Nous étions jeunes et stupides, continua Mara. Quand je suis tombée enceinte, il a voulu s'enfuir. Enceinte, il a voulu s'enfuir. Il voulait recommencer. À zéro. Mais sa mère l'a découvert. Evelyn. Elle s'est assurée que je sois rayé de la carte. Pas d'argent, pas de droits légaux, pas de nom. Luc déglutit et ajouta. Les filles, je les ai mises au monde dans une maison privée. 2 filles. Je voulais les élever. Mais Evelyn est arrivée. Elle m'a proposé de se taire. En échange de ma capitulation. J'ai refusé. Les yeux de Mara se sont remplis de larmes. 2 nuits plus tard, ma caravane a été incendiée. J'ai à peine eu le temps de sortir les filles. Après cela, j'ai disparu. Je les ai confiées à un contact dans un centre d'accueil suffisamment éloigné pour que personne ne puisse nous relier. J'ai changé de nom. Je suis resté dans les parages, toujours à l'affût. Luc ressentait le poids de tout cela, tout ça. Ils pensent que tu les as abandonnés, dit-il. Je sais, répondit-elle d'une voix brisée. Et je vivrai avec ça jusqu'à ma mort. Mais je ne pouvais pas prendre le risque qu'Evelyn les trouve, pas avant qu'elle soit assez grande, assez forte, tout. Ils pensent que tu les as abandonnés, a-t-il dit. Il a dit, ils pensent que tu les as abandonnés. Je sais, a-t-elle répondu d'une voix brisée. Je sais, a-t-elle répondu d'une voix brisée. Et je vivrai, avec ça jusqu'à ma mort. Mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas risquer qu'Evelyn les trouve, pas avant qu'elle soit assez grande, assez forte, soit assez grande, assez forte. Luc s'assit, en face d'elle. Elles le sont, mais elles ont encore besoin de toi. Mara l'a regardé, puis l'a vraiment regardé. Tu as pris soin d'elle. Elle. J'ai essayé, a-t-il dit. Mais je ne suis pas leur passé, c'est toi. Et tu es peut-être leur avenir, dit-elle, presque dans un murmure. Dehors, le vent soufflait, se levait, faisant bruisser les feuilles sèches. Luc se leva. Il mérite de connaître la vérité. Il se leva. Il mérite de connaître la vérité, dit-il. Mara ferma les yeux. Je ne suis pas prête. Alors prépare-toi, dit Luc. Alors prépare-toi, répondit Luc. Parce qu'ils sont plus forts que toi. Ne le pense pas. Il sortit au soleil. Il sortit au soleil. Le cœur battant, les pensées se bousculant dans sa tête, il sortit au soleil. Derrière lui, la porte moustiquaire s'ouvrit en grinçant. Derrière lui, la porte moustiquaire s'ouvrit en grinçant. Et quelque part sur la route, 2 filles dessinaient la silhouette d'une femme qui était enfin prête à être vue. Ce soir-là, le ciel au-dessus de Pine Hollow était été couvert de nuages violets et cuivrés. La chaleur s'était installée dans les eaux de la terre. Le monde était lourd et silencieux. Luc, il se tenait sous son porche, les mains dans les poches, regardant le soleil se coucher derrière. Il regardait le soleil se coucher derrière les arbres, les mains dans les poches. Les arbres. Derrière lui, des rires résonnaient. Faiblement, il lui parvenait à travers la porte moustiquaire. Les filles essayaient d'apprendre par elles-mêmes. Un jeu simple avec les mains. Élise s'en souvenait vaguement. D'une autre vie. Il aurait dû se sentir en paix. Au lieu de cela, sa poitrine et le poids inquiétant de savoir. Quelque chose qui ne lui appartenait pas. Seul. Le secret de Mara. Leur mère était toujours en vie, toujours cachée. Ce soir, il devait décider s'il allait protéger ce secret ou le révéler. À l'intérieur de la maison, Élise était assise en tailleur sur le sol, sa chaise posée à côté d'elle, rangée à côté d'elle. Clara était allongée sur le A, le menton posé sur un bras, tandis que l'autre griffonnait silencieusement sur son cahier de croquis. Elle ressemblait à des sœurs, comme elles devraient l'être, en sécurité, pleines de ces petits riens, ces moments qui constituent quelque chose de proche, du foyer. Luc s'éclaircit la gorge. « Je peux vous montrer quelque chose ? Vous montrer quelque chose ?» Élise leva les yeux. « Bien sûr, » répondit-elle. Il s'agenouilla à côté d'elle et sortit quelque chose enveloppé dans un vieux torchon. Il s'agissait de quelque chose enveloppé dans un vieux torchon. Il le déplia lentement pour révéler une enveloppe scellée, jaunie et froissée, et adressée d'une écriture maladroite et incertaine. Élise pencha la tête. « Qu'est-ce que c'est ? Je l'ai trouvé au fond de ton ancien sac à dos. Placard, dans ton ancien sac à dos, dit Luc, prudemment. Je ne voulais pas fouiller. Je cherchais des crayons de couleur. Clara l'a attrapé, avant moi. Ses doigts ont effleuré le nom inscrit sur le devant, à Élise et Clara. Si le monde vous permet de lire ceci, Élise fronça les sourcils. C'est l'écriture de ma mère. Luc acquiesça. Je pense qu'il est temps que vous le lisez. Clara se redressa et se rapprocha de sa sœur. Élise prit l'enveloppe, les mains légèrement tremblantes. Elle prit l'enveloppe, les mains légèrement tremblantes, et elle glissa son doigt sous le seau. Le papier à l'intérieur était fragile
et l'écriture était délicate. Le papier à l'intérieur était fragile, et l'écriture l'encre bleue était délavée. Elle commença à lire à voix haute. « Mes chères filles, si vous lisez ceci, c'est que quelque chose a survécu. Peut-être pas, moi. Peut-être pas l'histoire que j'espérais vous raconter. Mais au moins, voici ma voix, ma vérité. Je ne vous ai jamais quitté, car je n'avais pas cessé de vous aimer. Je suis parti parce que vous aimer ouvertement vous aurait fait du mal. Du mal. Il y avait des gens puissants, qui ne voulaient pas que vous existiez, encore moins que vous vous épanouissiez. Ils m'ont dit de disparaître. Ils pensaient que la peur me briserait. Mais je n'ai jamais cessé de vous observer. Je vous ai regardé apprendre à ramper. Plus tard, je vous ai vu vous aider. L'une avec ses pieds, l'autre avec son cœur. J'ai vu vos anniversaires. Puis, je vous ai vu passer tranquillement, seul. J'ai allumé des bougies dans des caravanes, des cuisines et des bancs d'église. Tu ne m'as jamais quitté et je n'ai jamais cessé d'espérer trouver un moyen de te retrouver. Sache que chaque jour où j'étais loin, je t'aimais de la seule manière que je connaissais. Si je suis encore en vie quand tu recevras cette lettre, je viendrai. Si je ne le suis pas, trouvez le bonheur et pardonnez-moi. Maman. Élise n'a pas pleuré tout de suite. Elle a fini la lettre, l'a repliée. Et l'a mise dans une enveloppe. Elle a mis l'enveloppe contre sa poitrine. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Le son n'est pas sorti. Le silence était trop pesant. Puis, Clara s'est glissée sur ses genoux et a enroulé ses bras autour de sa sœur et a appuyé sa tête contre son cœur. Tête contre le cœur d'Élise. Le silence a été brisé. Le silence s'installa. Les épaules d'Élise se mirent à trembler. Et ses épaules ont commencé à trembler. Luc était assis à côté d'elle, les bras croisés sur les genoux, les yeux brillants. Il avait les bras croisés sur les genoux et les yeux brillants. Il ne disait rien. Il n'en avait pas besoin. Il était simplement témoin de la douleur. Qui émanait d'une petite fille trop jeune pour porter un tel poids. Un poids trop lourd pour être consolé, par des mensonges. Après un moment, Élise murmura « Tu crois qu'elle est toujours là-bas ?»« Je sais qu'elle y est », répondit Luc doucement. Clara Élise leva les yeux vers lui, les yeux pleins d'espoir. Élise jeta un coup d'œil vers la fenêtre, et les arbres derrière. « Alors, je veux la retrouver. » Luc hésita. Puis il leur raconta tout. Il leur parla de la caravane argentée au bout de la route. Il leur parla de la femme qui tricotait seule dans le noir. De la façon dont elle les observait, non pas avec suspicion, mais aussi avec nostalgie. Photos du passé brûlées. À propos de l'incendie n'avait pas emporté les enfants, mais il leur avait volé la chance de les élever. Il leur dit que leur mère n'avait jamais cessé de tourner autour de leur vie comme une lune silencieuse. Quand il eut fini, la maison semblait immobile, trop immobile. Élise avait l'air abasourdie, pas même confuse, juste abasourdie. Elle était en colère, pas même confuse, juste abasourdie. « Elle est ici ?» demanda-t-elle d'une voix fragile. Luc acquiesça. « Elle a toujours veillé sur vous. Elle veillait sur vous. » Clara avait déjà rouvert son carnet de croquis. Ses mains bougeaient rapidement, frénétiquement, avec détermination. Élise se pencha pour regarder ce qu'elle dessinait. Sœur qui commençait à dessiner une femme aux les yeux fatigués, elle souriait doucement, les bras tendus vers deux petites filles. Elle les atteignait sans les toucher. Élise se tourna. Elle se tourna vers Luc. « On pourra la voir bientôt ?» demanda-t-il. « Mais elle a peur, peut-être plus peur de toi. Elle a plus peur que toi. Elle ne devrait pas. Elle le sait. Mais la peur n'écoute pas toujours, la raison non plus. » Ils restèrent assis en silence. Pendant un moment, Trois âmes liées, par un fil invisible. Le chagrin, la grâce et la fragile promesse de retrouvailles. Finalement, Élise reprit la parole. « On n'est pas en colère, dit-elle. Du moins, pas encore. Mais on a besoin de l'entendre de sa bouche. » Luc acquiesça. « Tu l'entendras. » Elle le regarda droit dans les yeux. « Promets-le-moi, Luc. Je te le promets. » Cette nuit-là, alors que les filles s'endormaient, Clara glissa le dessin sous son oreiller. Élise posa la lettre sur la table de chevet, à côté d'elle, comme une boussole. Et dans la caravane argentée au bout de la route, Mara Queen était assise dans son fauteuil, les yeux fixés sur la même lune, sans savoir que les deux filles qu'elle avait failli perdre à jamais, étaient désormais prêtes à les ramener chez elle. 2 jours passèrent. Mara n'avait pas quitté la caravane. Luc passa. Une fois, il laissa un repas chaud sur son porche.
Elle n'ouvrit pas la porte, mais quand il revint le soir, l'assiette était toujours là. Le soir, l'assiette était toujours là. Il avait disparu et la cuillère était lavée et posée, délicatement sur les marches. Les filles ne demandèrent plus rien, pas même avec des mots. Mais Luc, il pouvait sentir leurs questions tacites dans chacun de leurs regards, chaque regard, dans la façon dont Élise pliait et dépliait les pages, dans la façon dont Clara repliait la lettre de leur mère, dans la façon dont les dessins de Clara passaient d'une main à l'autre. Oiseaux et arbres se transformaient en croquis de femmes aux yeux familiers, des femmes inconnues aux yeux familiers. Elles attendaient, et Mara continuait de courir, mais cette fois sur place. Le troisième matin, Luc retourna à la maison. Le troisième matin, Luc retourna à la... Il frappa 2 fois à la caravane. Il attendit, puis entendit des pas légers, le bruit de pas légers. La porte s'entr'ouvrit, laissant apparaître le visage de la jeune femme. S'entr'ouvrit juste assez pour laisser apparaître le visage pâle de Mara. Pâle et tiré de Mara. « Je t'ai dit que j'ai besoin de temps. » Luc acquiesça. « Ce ne sont plus des enfants, Mara. Des enfants, Mara. Pas dans le sens où on l'entend. Elles ont attendu toute leur vie. Elles ont attendu toute leur vie. Elles ont attendu toute leur vie. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu dois juste être là. Tu dois juste être là. » Mara le fixa. Un moment, puis elle s'écarta. À l'intérieur de la caravane, tout était propre, mais fatigué. Ça sentait le thé à la menthe et le vieux tissu. Une douzaine de photos étaient alignées sur le mur du fond. Des photos étaient alignées sur le mur du fond. Des photos d'arbres, d'ombres, de nuages, toutes prises de loin. Des arbres, des ombres, des nuages, toutes prises de loin. Il n'y avait personne sur les photos, sauf sur une seule. 2 bébés, filles emmaillotées côte à côte dans des couvertures d'hôpital. 2 filles emmaillotées côte à côte dans des couvertures d'hôpital, les yeux grands ouverts et la bouche entr'ouverte. Leurs yeux étaient grands ouverts, leur bouche entr'ouverte. Entr'ouverte. Un polaroïd usé par le temps, mais indubitable. Mara s'assit sur la chaise en face de Luc. Sa voix était douce, comme si elle se trouvait dans une chapelle. Une chapelle. J'ai imaginé ce moment tellement de fois. J'ai imaginé ce moment tellement de fois. Ce que je dirais, ce qu'il me demanderait. Mais maintenant, je ne trouve pas les mots. Je ne trouve pas les mots. « Essaie quand même », dit Luc gentiment. Elle hésita, puis parla. « Je n'ai pas grandi, sans pouvoir ni protection. J'ai été élevée dans de petites cuisines et des caravanes empruntées. Dans de petites cuisines et des caravanes empruntées. Tout ce que j'avais, je l'avais gagné 2 fois. Quand j'ai rencontré Roderick Dane, j'ai eu l'impression d'être dans un film. Il était doux et gentil, pas comme les autres. Il était doux et gentil, à l'inverse de sa famille, le reste de sa famille. Nous avons gardé le secret pendant des mois. Notre secret est resté secret pendant des mois. Je m'en fichais. Je l'aurais suivi n'importe où. Je l'aurais suivi n'importe où. Elle baissa les yeux et fit tourner une bague en argent autour de son doigt. Autour de son doigt. Quand je suis tombée enceinte, il m'a demandé de m'enfuir avec lui. On avait tout planifié. Les valises étaient prêtes, le motel réservé. Mais quelqu'un a prévenu Evelyne. Elle m'a trouvé. La première. Luc se pencha en avant, tendant l'oreille. Elle m'a regardé attentivement. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas crié, ni menacé. Menacé. Elle m'a juste proposé le silence en échange de mon obéissance. En échange de mon obéissance. Elle m'a dit que si je ne me montrais pas à nouveau à mes enfants, en paieraient le prix. J'avais 24 ans et j'attendais des jumeaux. Je n'avais alors qu'un diplôme d'infirmière et une voiture d'occasion. Je l'ai cru. Luc serra. Il serra lentement les poings, et Roderick, il est mort 6 mois plus tard. Un accident de voiture. Je l'ai appris en le voyant dans le journal. J'ai appris la nouvelle en le voyant dans le journal. À ce moment-là, j'avais déjà accouché dans une clinique privée sous un faux nom. Clinique privée sous un faux nom. J'ai essayé de disparaître, mais Evelyne a quand même réussi à me retrouver. De disparaître, mais Evelyne a quand même réussi à me retrouver. À me retrouver. Elle fit une pause, respirant, prudemment. La nuit où je me suis enfui, il y a eu un incendie, un avertissement. Je crois que j'ai couru pieds nus, pour échapper aux flammes avec Élise et Clara. Je me suis enfui en courant pieds nus, avec Élise et Clara dans mes bras. Je ne suis jamais revenu. Luc sentit, sa gorge se serra. Je les avais laissés dans un centre que je pensais sûr. J'ai payé 6 mois de soins et donné un faux numéro. J'ai payé 6 mois de soins et donné un faux numéro. Je les observais toujours de loin. Je les observais toujours de loin. Chaque anniversaire, chaque formulaire scolaire, chaque larme. Jusqu'à ce qu'elles disparaissent, dit Luc. Elle acquiesça. Ça m'a brisé le cœur. Elles ont retrouvé. Le chemin, dit-il doucement. Le chemin vers toi. Mara leva les yeux, les larmes aux yeux. Tu crois qu'elles me pardonneront? Tu crois qu'elles me pardonneront? Je pense qu'elles m'ont déjà pardonné. Cet après-midi-là,
Mara sortit au soleil pour la première fois depuis des mois. Elle portait une robe simple et n'avait rien d'autre que ses mains, tremblantes et vides. Luc la conduisit lentement. Il la conduisit lentement sur le chemin de gravier qui menait à sa cabane. Les filles étaient assises côte à côte sur la balancelle. Devant la maison, face aux arbres, les filles étaient assises côte à côte sur la balancelle. Elles ne se retournèrent pas lorsqu'elles entendirent des pas. Mara s'arrêta à quelques mètres d'elle. Élise, Clara. Les noms flottèrent dans l'air comme des lucioles. Élise se retourna la première. Clara la suivit, serrant son carnet de croquis contre sa poitrine. Sa poitrine se soulevait. Mara s'avança, la voix bégayante. « Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, mais je veux que vous sachiez que je ne vous ai jamais oublié. Sachez que je ne vous ai jamais oublié, pas un seul jour. Je vous aime. Je t'aimais en partant, mais je suis restée. Je t'aimais en partant, et je t'aime encore. » Élise la regarda longuement, immobile. Puis, elle dit doucement, « Pourquoi n'es-tu pas revenue ?» Les lèvres de Mara tremblaient, parce que j'avais peur d'apporter le danger avec moi. Je pensais que je ne méritais pas une seconde chance, parce que je ne croyais pas pouvoir être ce dont tu avais besoin. J'en avais besoin. Clara se leva la première et s'approcha lentement de sa mère. Puis, elle déposa un dessin dans les mains de Mara. C'était une image de une caravane et 2 filles à la fenêtre. À l'intérieur de la caravane se trouvait une femme elle ne regardait pas derrière les rideaux, mais elle se tenait debout dans la lumière. Mara s'effondra. Elle tomba à genoux et elle ouvrit les bras, mais ne bougea pas. D'un pouce. Élise se rapprocha en roulant et tendit la main. Clara les rejoignit, une petite, la main posée sur l'épaule de sa mère. Ils restèrent tous les 3 là un long moment. Pas de larmes assez fortes pour déranger. Les oiseaux, pas de mots assez grands pour tout expliquer, mais quelque chose de sacré. Puis quelque chose de sacré passa entre eux. Luc, qui observait depuis le porche, savait ce que c'était. Pas des retrouvailles, pas une conclusion, un retour. Le retour d'une mère auprès de ses filles, et de 2 filles vers quelque chose qui ne les avait jamais vraiment quittées. La place du village de Larkspur, bourdonnée de l'agitation la foire d'art estivale battait son plein. Les artistes locaux étaient alignés sur le trottoir, sous des tentes en toile blanche. Tables encombrées de poteries faites à la main, de paniers tressés et d'aquarelles encadrées. Les enfants couraient entre les stands, serrant des barbes à papa et des jus de fruits. Tandis qu'un groupe de folk jouait tranquillement. Sous un lilas des Indes, un groupe folk jouait tranquillement. C'était la première fois qu'Élise et Clara assistaient à cet événement. À un tel événement. Luc marchait à côté d'elle. Il poussait la chaise d'Élise tandis que Clara restait près d'elle, son carnet de croquis à la main. Son carnet de croquis sous le bras, comme un secret. Mara les suivait à quelques pas derrière, son chapeau de paille incliné, les mains nerveusement entrelacées devant elle. Elle avait quitté Pine Hollow depuis des années, mais les filles lui avaient demandé « Non !» insisté pour qu'elle vienne. « Elles veulent que tu vois qui nous sommes maintenant », lui avait dit Élise ce matin-là. « Pas ce que tu as perdu, mais ce que tu as aidé à survivre. Tu as perdu, mais tu as aidé à faire survivre ce que tu as perdu. » Elles arrivèrent à l'exposition d'art pour jeunes. Au coin de la place, Luc avait soumis la peinture de Clara de manière anonyme. Il ne lui en avait pas parlé. Il voulait qu'elle la voie, accrochée au mur. Ressente peut-être pour la première fois que sa voix avait été entendue. Will le remarqua, immédiatement. Elle ralentit le pas, la tête inclinée. Elle était inclinée. Sa peinture était là, épinglée au centre du panneau d'affichage. Le titre était écrit en lettres majuscules soignées. La maison dont je me souviens, mais où je ne suis jamais entré. L'image était obsédante. Sa simplicité, une grande propriété blanche, se dressait derrière des grilles en fer recouvertes de brouillard. Au milieu de la pelouse, deux filles se tenaient main dans la main, dos à dos. Elles se tournaient vers le spectateur. À la fenêtre la plus haute, une silhouette était seule. À l'étage, une silhouette était seule. Elle regardait dehors, une main posée sur la vitre. Il n'y avait pas de légende, mais Mara eut le souffle coupé. « Je connais cette maison, dit-elle, haletante. Luc a tourné. « Vraiment ? C'est le domaine d'Aîné, dit-elle doucement. « Celui de Lâche. Je ne l'ai pas vu depuis 15 ans, mais je le reconnaîtrai n'importe où. Élise regarda.
Sa mère. C'est un souvenir de Clara. Elle n'y est jamais entrée, mais elle le dessinait. Quand nous étions plus jeunes, elle dessinait toujours de l'extérieur. Elle se souvient que Marlowe lui avait chuchoté ce qu'il y avait à l'extérieur. Elle se souvient que Marlowe lui avait chuchoté ce que il lui avait montré une fois, depuis l'autoroute. Elle avait 2 ans. Je ne pensais pas qu'elle s'en souviendrait. Une voix derrière elle. Les interrompit une voix derrière elle. « Excusez-moi, cette maison est-elle à vendre ?» Elles se retournèrent et virent une femme d'une 60aine d'années. Elles se retournèrent pour voir une femme d'une 60aine d'années, élégante et anguleuse, avec des cheveux blancs dorés. Ses cheveux étaient attachés en chignon et elle portait des lunettes de soleil foncé. Elle était perchée sur des talons hauts. Sa voix était raffinée, mais curieuse. Son assistant, un jeune homme en costume bleu marine, se tenait à côté d'elle. Un jeune homme en costume bleu marine se tenait à côté d'elle. Elle. Luc se raidit. Il l'a reconnue grâce aux articles parus dans les journaux locaux et aux affiches du gala de l'hôpital. Evelyn Dane. Clara resta immobile, les yeux écarquillés. Elle regarda Luc, puis Élise, lui prit la main. Mara s'avança. Elle était légèrement pâle, mais calme. Evelyn examina le tableau. Il y a quelque chose de terriblement familier. Familier. Son assistant s'éclaircit la gorge. « Madame Dane, nous devrions peut-être… » Mais elle leva la main. Elle leva la main. « Non, laissez-moi regarder. » Ses yeux parcoururent à nouveau la toile. Ses yeux parcoururent à nouveau la toile. J'ai vécu dans une maison comme celle-ci. La lumière, l'angle de cette fenêtre est troublant. Elle se tourna vers le groupe. « Connaissez-vous le… Vous êtes artiste ?» Will souleva lentement son carnet de croquis. Le regard d'Evelyn se posa d'abord sur lui, puis sur elle, sur Mara, et alors, comme une vague qui s'écrasa lentement sur le rivage, son expression changea. Elle fixa Mara, longuement, la voix vide. « Toi ?» Mara ne broncha pas. « Oui », répondit Evelyn, « pas en arrière. Tu as disparu, tu t'en es allé, assuré. La place était devenue. » Il y avait plus de calme autour d'eux. Les conversations s'étaient estompées. Quelque part, derrière les tentes, le groupe continuait de jouer, inconscient de tout. Le rendez-vous avec le destin se déroulait au centre de la ville. Luc s'interposa entre… Il s'interposa, légèrement protecteur, sans être agressif. Il était agressif. Mara ne bougea pas, le regard fixe. « Ce sont tes petites filles. » Les lèvres d'Evelyn s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Ne sortit pas. « Je ne suis pas venu ici pour faire un drame, » ajouta Mara. « Je suis venu pour la vérité, et elles méritent de savoir d'où elles viennent. » Evelyn jeta un nouveau coup d'œil au tableau. « Quel âge ont-elles » demanda-t-elle Luc. « Elles lui ressemblent, » murmura-t-elle. « Roderick, tu les aimais, » dit Mara. « Tu ne lui as jamais donné l'occasion de le prouver. » La voix d'Evelyn se brisa légèrement. Il est mort, avant d'avoir pu le faire. Elles l'ont perdu, dit Mara. Elles ont tout perdu, mais elles ne se sont pas perdues l'une l'autre. Wheeler tendit la main et reprit celle d'Élise. Il tendit la main et reprit celle d'Élise. Pendant un long moment, personne ne bougea. Puis Evelyn se tourna vers Clara et s'agenouilla devant elle. Elle regarda la fillette dans les yeux, des yeux trop sages et trop calmes pour une enfant de 10 ans, et lui posa une « C'est toi qui as peint ça ? C'est toi qui as peint ça ? Moi ?» Will secoua la tête, puis ouvrit son carnet de croquis et tourna une page vierge. Il ouvrit son carnet de croquis et tourna une page vierge. D'un trait lent et délibéré, elle, puis dessina une main sur une fenêtre et 2 autres, plus petites, qui se tendaient de l'extérieur. Puis, elle tourna la page de côté pour que les 3 mains se touchèrent. Evelyn retint un son mi-souffle, mi-sanglot. « Je n'ai jamais voulu les effacer, » murmura-t-elle. « Mais je l'ai fait. Et maintenant, je veux réparer ce que je peux. » Luc regarda Élise. « C'est ton choix, le tien et celui de Willis. » Élise, il fixa Evelyn. « On n'a pas besoin de ton. Je sais qu'on n'a pas besoin d'argent. Je sais qu'on n'a pas besoin d'un nom. Je sais, mais peut-être… On a besoin de t'entendre dire que tu es désolé. Il a juste besoin de t'entendre dire que tu es désolé, pas juste à nous, à elle. » Elle fit un signe de tête en direction de Mara. « Mara. » Evelyn se tourna lentement vers elle. « Je le suis, » dit-elle d'une voix tremblante. « Plus que je ne l'aurais cru. Je n'aurais jamais cru pouvoir l'être. » Mara croisa les bras sur sa poitrine. « Ça n'efface rien. »« Non, » répondit Evelyn, « mais peut-être que ça va commencer quelque chose. » Will posa délicatement le dessin dans les mains d'Evelyn. Son dessin dans les mains d'Evelyn. Puis il se détourna et se dirigea vers Il s'éloigna sous la lumière du soleil avec Élise. Mara suivit Luc. Evelyn Dane resta. Derrière, elle portait un tableau. Paumes et contours d'une seconde chance. Dessinés au crayon et dans le silence. Le ciel se fendit à minuit. Un éclair.
fendit l'espace au-delà des collines. Le tonnerre roula derrière lui, comme un lent battement de tambour de guerre. La pluie ne tomba pas doucement. Elle tomba avec force et froideur, comme une purification. Forte et froide, comme une purification ou un avertissement. Luc se réveilla au bruit de la pluie. Il s'assit lorsqu'il entendit les pas nus de Clara dans le couloir. Il s'assit lorsqu'elle apparut dans l'embrasure de la porte. De sa chambre, le souffle court, il tenait un carnet de croquis serré contre sa poitrine. Serré contre sa poitrine. « Clara ?» demanda-t-il en tendant la main pour allumer la lampe. Il tendit la main pour allumer la lampe. Elle lui tendit le carnet de croquis sur lequel on voyait un lit d'hôpital. Lui tendit le carnet de croquis sur lequel on voyait un lit d'hôpital. Un masque à oxygène et un moniteur cardiaque. Un tracé plat indiquait un arrêt cardiaque. Luc sentit son sang se glacer. « Où est ta sœur ?» demanda-t-il rapidement. Il balaya le sol du lit du pied. Willow lui indiqua la chambre d'amis. Il courut. À l'intérieur, Élise était assise dans son fauteuil roulant. Le visage pâle et les yeux écarquillés, elle lui dit « C'est maman, dit-elle d'une voix tremblante. Elle ne pouvait plus respirer. J'ai appelé le numéro inscrit sur le réfrigérateur. Ils sont en route. Luc se retourna. Il trouva Mara effondrée sur le sol. Son corps était recroquevillé sur lui-même. Un point d'interrogation. Ses lèvres étaient bleues. Elle respirait faiblement et avec difficulté. Il s'effondra à côté d'elle. « Mara, reste avec moi. Mara, reste avec moi. Regarde-moi. Regarde-moi. » Elle ouvrit les yeux, à moitié. Elle le reconnut faiblement, mais elle le reconnut. « Élise, » murmura-t-elle. « Elle est là, » dit Luc. « Et là, » dit Luc. « Elle est juste là. » Will apparut à ses côtés, le visage pâle. Elle tendit la main et glissa ses petits doigts dans ceux de sa mère, qu'elle serra. Doigts dans ceux de sa mère, et les serra. Fort. Les sirènes hurlaient au loin. L'hôpital sentait l'eau de Javel, et là, l'attente était pesante. Luc faisait les 100 pas dans le couloir, tandis que Élise était assise en silence, les mains serrées, sur ses genoux. Clara se tenait à l'autre bout, un crayon à la main, emprunté à l'infirmière, le dos appuyé contre le mur comme si elle en avait besoin, pour se tenir debout. Ils étaient arrivés juste à temps. Le docteur a dit que c'était une malformation cardiaque congénitale non diagnostiquée. Une malformation cardiaque congénitale non diagnostiquée, aggravée par des années de stress non traité. Mara savait probablement que quelque chose n'allait pas. Essoufflement, vertige, etc. Les vertiges, mais elle n'avait jamais consulté. Luc ne pouvait s'empêcher de se demander « Pourquoi les gens qui donnent le plus sont-ils ceux qui se négligent le plus ? Pourquoi les gens qui donnent le plus pensent-ils qu'ils ont le droit de recevoir le moins ?» Evelyne est arrivée 1 heure plus tard. Elle entra dans la salle, en silence, vêtue d'un pantalon gris ardoise et d'un chemisier mouillé par la pluie. Ses cheveux étaient soigneusement attachés, sans aucune vanité. Quand elle vit les filles, elle n'essaya pas de les aborder, se contentant de s'asseoir à côté d'elles. De parler, se contentant de s'asseoir à côté d'elles. Assez près pour être à leur portée, mais pas trop. S'imposer. C'est Élise qui rompit le silence. Le silence régnait. Elle ne nous a pas dit qu'elle n'est pas malade. Elle ne l'aurait pas fait, dit Evelyne. Doucement, elle ajouta. Elle était toujours trop occupée à sauver tout le monde. Élise la regarda. Vas-tu encore nous l'enlever ? Evelyne tressaillit. Non, répondit-elle, sans hésiter. Quoi qu'il arrive, ensuite c'est à toi de décider. Luc il réapparut du bureau du médecin. Elle est stable, inconsciente, mais elle tient le coup. Il la transfère en soins intensifs cardiaques. Les filles expirèrent ensemble, comme si elles avaient retenu leur souffle. Le lendemain matin, Luc retourna à l'hôpital avec un sac de vêtements et un thermos de café. L'infirmière de l'accueil le reconnut et lui fit signe de se diriger vers la chambre 204. Lorsqu'il entra, Mara était à peine réveillée. Elle semblait plus mince, comme si un coup de vent pouvait l'emporter, mais ses yeux étaient ouverts. L'infirmière alla, il lui fit signe. Il se dirigea vers la chambre 204. Quand il entra, Mara était à peine réveillée. Elle semblait plus mince, comme si un coup de vent pouvait l'emporter, mais ses yeux étaient ouverts. Et, quand elle vit Luc, quelque chose qui ressemblait à de la paix l'envahit, envahit son visage. « Tu es resté » murmura-t-elle. « Tu es resté ?»« Bien sûr, répondit-il. Elle jeta un coup d'œil à la pluie ruisselait toujours sur la fenêtre. La pluie ruisselait toujours sur la « Les filles sont en bas, avec la vitre. Les filles sont en bas avec Evelyne. » Mara sourit faiblement. « Je n'aurais jamais pensé dire ces mots. » Luc, il rapprocha sa chaise. « Tu leur as fait peur. Tu sais, dit-il. Je me suis fait peur, dit-elle. J'ai fait un rêve, Luc. J'étais dans une caravane, toute seule. J'étais seule dans la caravane. Mais cette fois,
Il n'y avait ni lumière, ni bruit, juste le froid, comme si j'avais disparu avant d'avoir pu dire au revoir. Dire au revoir. Il acquiesça. Tu n'as pas disparu. Tu es toujours là. Je ne sais pas pour combien de temps. Luc se pencha vers elle. Alors, fais en sorte que ça dure. Compte. Elle se tourna vers lui. Elles ont besoin de quelqu'un. Si je ne le fais pas, dit-il d'un ton ferme. N'écris pas encore la fin de ton histoire. Les larmes lui montèrent aux yeux. Tu es un homme bien. J'essaie juste de faire ce qu'il faut pour eux. Elle ferma les yeux. C'est peut-être ça qui fait de toi un père. Cette nuit-là, Élise et Willow furent autorisés à entrer dans la chambre, l'une après l'autre. Élise roula jusqu'au lit et prit la main de sa mère. Mara la regarda avec émerveillement, comme si elle gravait son visage dans sa mémoire. « Tu as grandi, dit-elle. Tu as grandi. T'as grandi courageuse. T'as grandi courageuse. T'as grandi forte. T'as grandi brave. Tu as grandi forte. Tu as grandi en étant courageuse. Tu nous as donné ça. Je vous ai abandonné. » Élise secoua la tête. « Tu nous as protégés. Puis tu as retrouvé ton chemin. » Clara entra à son tour. Elle ne dit rien. Elle n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Elle grimpa sur la chaise à côté du lit et posa un dessin sur la poitrine de Mara. 3 fleurs, une grande et 2 petites, toutes enracinées. Fleurs, une grande, 2 petites, toutes enracinées. Dans la même motte de terre, tendant vers un soleil qui ressemblait étrangement à un cœur. Mara leva la main et, avec ses doigts faibles, toucha la joue de sa fille. Une seule larme coula sur le visage de Clara. Mara murmura « Je vous vois, maintenant, toutes les deux », dit-elle. Luc se tenait dans l'embrasure de la porte, la poitrine serrée. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, la poitrine serrée. Il ne s'était pas. Il n'avait pas dit au revoir, mais il s'était tout dit. La première chose que Mara vit lorsqu'elle se réveilla, ce fut un cœur en papier collé sur le pied de la perfusion, dessiné au crayon rouge et plié de manière irrégulière. On pouvait y lire en lettres majuscules « Tu nous as manqué avant même que nous le sachions, que tu étais partie. Élise et Clara. » C'était le genre de message qui n'avait pas besoin d'être poli ou poétique, juste vrai. Il n'avait pas besoin d'être poli ou poétique, juste vrai. Et ce matin-là, la vérité était tout ce qui comptait. Ce matin-là, la vérité était tout ce qui comptait. La lumière du soleil filtrait doucement à travers la fenêtre de l'hôpital était plus chaude, comme si même le ciel avait décidé de s'adoucir. Mara cligna des yeux face à la lumière, son corps encore lourd, mais son cœur était plus léger. Elle ne s'était pas sentie aussi libre depuis des années, elle n'était plus seule. Luc était assis à côté, somnolent. Luc était assis à côté d'elle, somnolent, le menton poilu incliné. Un fauteuil, le menton poilu incliné vers sa poitrine. Il avait la poitrine nue. Un gobelet de café jetable reposait précarieusement sur la coudoir. Elle le regarda. Il dormait, observant sa respiration régulière et calme. Sa respiration était régulière et calme. C'était le genre d'homme qu'on ne voyait pas venir. Un genre d'homme qu'on ne voyait pas venir avant qu'il ne se manifeste. Tout ne soit en feu. Et c'était lui qui tenait le seau. Elle sourit, faiblement. « Luc », dit-elle d'une voix rauque. Il remua et ouvrit les yeux. Il cligna des yeux pour se réveiller. Quand son regard se posa sur elle, elle vit quelque chose briller dans ses yeux. Quelque chose de vulnérable et de calme. « T'es debout », dit-il doucement. « Tu t'es levé, apparemment. » Il se leva, en se frottant la nuque. « Les filles t'attendent. Les filles t'attendent. Je leur ai dit que je viendrais les voir d'abord. Que je viendrais d'abord te voir. » Mara acquiesça. « Depuis, combien de temps suis-je ici ? 3 jours. Tu as fait des allers-retours. » Ses yeux s'écarquillèrent. « 3, tu nous as tous fait peur. » Mara, il jeta un coup d'œil à la fenêtre. « Je ne veux pas perdre plus de temps. Il ne fallait pas perdre plus de temps. » Luc se dirigea vers la porte. « Alors, ne perdons pas une minute. » Minute. Au bout du couloir, Evelyne était assise. À côté d'Élise, dans le salon familial, se trouvait un mot croisé oublié sur ses genoux. Elle avait troqué son blazer de créateur contre Elle avait troqué son blazer de créateur contre un cardigan doux et ses talons contre des chaussures plates. Ce n'était pas une transformation. C'était un abandon discret. C'était un abandon discret. Tu aurais dû voir ta mère quand elle a commencé à la clinique. Evelyne disait qu'elle était jeune et furieuse. Le genre de personne qui, elle ne pouvait pas passer devant une porte fermée sans se demander qui était enfermé derrière. Élise pencha la tête. Pourquoi la détestiez-vous ? Evelyne marqua une pause, sans broncher, face à cette question. Elle ne broncha pas, juste face à cette question. Parce qu'elle me rappelait les parties de moi-même que j'avais enfermées. Parce qu'elle aimait sans calcul. Parce qu'elle aimait calculer. Et parce qu'elle faisait rire Rodri, comme je n'avais jamais pu le faire. Élise a cru que tu l'aimais plus. Elle pensait que je ne savais pas le montrer. Willow était recroquevillée sur un canapé à proximité.
Un carnet de croquis était ouvert sur ses genoux. Elle n'avait pas parlé de toute la matinée, mais elle n'avait pas parlé de toute la matinée, mais elle avait dessiné sa main, lentement, intentionnellement. Luc est entré dans la pièce et a hoché la tête une fois. Elle est réveillée, vous pouvez entrer. Les filles ont échangé un regard, puis se sont avancées. Ont échangé un regard, puis se sont avancées sans elles ont hésité. Puis Clara a ouvert la marche. Clara a ouvert la marche. Quand elles sont entrées dans la chambre d'hôpital, Mara a ouvert la marche. Sont entrées dans la chambre d'hôpital, Mara a ouvert les bras, sans un mot, sans hésiter. Élise s'est avancée et a posé sa tête contre l'épaule de sa mère. Contre l'épaule de sa mère. Clara s'est hissée à côté d'elle, posant sa main. S'est hissée à côté d'elle, posant sa main, légèrement sur le cœur de Mara. Le moniteur cardiaque émettait un bip régulier. Émettait un bip régulier. La vie aussi. Je suis désolée, murmura Mara. On t'a déjà pardonné, répondit Élise. On ne l'avait juste pas dit à voix haute. Je voulais revenir te chercher plus tôt, dit-elle, la voix brisée. Mais tu l'as fait, dit Clara, doucement. C'était la première fois qu'elle parlait depuis l'hôpital. Mara se figea, puis se mit à pleurer ouvertement, sans honte. Ses filles la serrèrent dans leurs bras, comme si elle n'était jamais partie. Cet après-midi-là, l'hôpital autorisa Mara à s'asseoir dehors, dans un fauteuil roulant, à l'ombre, d'un bouleau blanc. Sa peau était pâle, mais ses yeux brillaient. Était pâle, mais ses yeux brillaient. Elle semblait revivre. Evelyne était assise en face d'elle. Tu aurais pu me parler des filles, de tout. Je ne pensais pas que tu t'en souciais. Je ne m'en souciais pas. Puis Evelyne. Admis. Mais maintenant, je m'en soucie. Mara la regarda. Pourquoi? Evelyne regarda Élise et répondit. Clara jouait aux cartes avec Élise, l'herbe à proximité. Luc s'agenouilla à côté d'elle. Il les aida à remettre en ordre une pile. Il les aida à remettre en ordre une pile en désordre avec un sourire patient. Parce que, quand je les ai vus, je l'ai vu. Roderick et moi avons réalisé que j'avais aussi laissé tomber. Mara ne dit rien. Je veux aider, continua Evelyne. Pas seulement, financièrement. Je veux être présente, réelle. Je veux me rattraper. On ne peut pas acheter sa place dans leur vie. Je sais, dit Evelyne. Mais peut-être puis-je construire la mienne. Je peux peut-être construire ma place petit à petit, avec honnêteté. Mara, elle acquiesça lentement. Alors, commence par écoute. 2 semaines plus tard, à Pine Hollow, fut le théâtre d'un événement qui ne s'était pas produit depuis des années. Des années. Les voisins se rassemblèrent autour de la petite chapelle à l'entrée du village, où la peinture blanche commençait à s'écailler, mais où la cloche continuait de sonner. Des fleurs sauvages poussaient. Des fleurs sauvages étaient attachées dans des bocaux en verre. Des chaises pliantes étaient alignées. Dans l'allée, Marlowe marchait lentement, le bras gauche posé sur l'épaule droite d'Élise. Et Élise, vêtue d'une robe bleu ciel, marchait lentement derrière elle, elle arborant un doux sourire qui la surprenait encore. Dans le miroir, elle se voyait sourire. Clara la suivait de près. Elle portait un bouquet qu'elle avait composé elle-même, ce bouquet de tournesols et de gypsophiles. Des tournesols, du gypsophile et des roses sauvages. Luc se tenait à l'avant. Il ajustait nerveusement son col. Il portait sa meilleure paire de bottes. Et une cravate qui ne lui allait pas très bien. Mais personne ne le remarqua. Tout ce qu'il voyait, c'était la façon dont il la regardait, comme s'il l'avait attendue pendant des années. Cru avoir la chance de trouver. La cérémonie fut brève et sincère, intime. Luc prit la main de Mara et lui dit « Je ne veux pas remplacer ce que tu as perdu. Je veux juste faire partie de ce que tu as encore. Et quand ils s'embrassèrent, Élise applaudit. Clara sourit. Evelyne, assise au premier rang, essuya des larmes qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Rang essuya des larmes qu'elle ne cherchait pas à dissimuler. Elle essuya ses larmes. Plus tard, dans la nuit, sous les étoiles, Élise sortit sur le porche avec une bougie à la main. Elle s'assit sur le porche. Elle l'alluma et la posa sur la balustrade. « C'est pourquoi ?» demanda Luc en s'approchant d'elle. « C'est pourquoi ?» demanda Luc en s'approchant d'elle. « Pour le temps qu'on a perdu, » répondit-elle, « et pour ce qu'on a trouvé. » À l'intérieur, Clara accrocha son dernier dessin au-dessus de la cheminée. Une maison avec 3 fenêtres. Toutes les fenêtres étaient éclairées. Dans l'une, un homme, dans une autre, une femme. Au centre, 2 filles se tenant la main. Enfin, chez elle. L'automne était arrivé tôt cette année-là. Les arbres autour de Pine Hollow devinrent dorés comme les pages d'un livre précieux, et le vent emportait avec lui l'odeur de la fumée de bois, de pommes et d'autres choses, quelque chose de plus difficile à nommer.
Peut-être était-ce la guérison. Ou peut-être était-ce la guérison. Pine Hollow se parèrent d'or, comme les pages d'un livre précieux. Le vent apportait avec lui l'odeur du bois. Apportait avec lui l'odeur du bois brûlé, des pommes et autre chose. Brûlé, des pommes et autre chose. Quelque chose de plus difficile à nommer. Peut-être était-ce la guérison. Ou peut-être était-ce enfin la paix. La paix s'installait. Clara était assise sous le lit, près de la clôture arrière, blottie sous son carnet de croquis posé sur ses genoux. Sur ses genoux. Elle ne dessinait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, elle écoutait. Aujourd'hui, elle écoutait. À l'intérieur de la maison, Mara fredonnait. Doucement, appuyée contre le comptoir de la cuisine, une tasse de thé à la main. Comptoir, une tasse de thé à la main. Son rythme cardiaque était suffisamment régulier pour qu'elle puisse à nouveau avoir confiance. Elle n'était pas encore complètement remise, mais elle se sentait mieux. Là, elle était présente, elle était en vie, et c'était tout ce qui comptait. Élise roula. Elle se rendit jusqu'à la véranda, enveloppée dans un châle tricoté par Evelyne elle-même. Elle était enveloppée dans un châle tricoté par Evelyne elle-même. La vieille femme avait pris l'habitude de venir 2 fois par semaine. La vieille femme avait pris l'habitude de venir 2 fois par semaine. Parfois, elle apprenait aux filles à jouer aux échecs. Et parfois simplement pour s'asseoir en silence, et laisser les années respirer. Luc il rejoignit Élise, 2 tasses à la main. Du cidre de pomme, volé directement dans la réserve de Mara. Élise sourit. « Tu es un homme audacieux », dit-il en souriant. « Imprudent même. » Ils s'assirent en silence, regardant Clara. Le vent dispersait quelques feuilles sèches dans le jardin, à leurs pieds. « Tu sais, dit Élise. » Elle murmura doucement. « Elle parle davantage. J'ai remarqué, pas seulement avec des dessins, mais aussi avec des mots. J'ai remarqué, pas seulement avec des dessins, mais aussi avec de vrais mots. Mots discrets, mais clairs. Elle a commencé à me les murmurer la nuit. Parfois, ce sont des noms, parfois des souvenirs. Hier soir, elle a dit « Papa ». Le cœur de Luc fit un bond. Il déglutit. « Tu crois qu'elle parlait de moi ? Crois-tu qu'elle parlait de moi ?» Élise lui sourit. « Peut-être, peut-être pas. » Mais elle l'a dit avec amour. Plus tard dans la semaine suivante, Luc conduisit Clara à l'H pour un rendez-vous de suivi avec l'orthophoniste. Ce n'était pas quelque chose qu'elle aimait, mais c'était quelque chose qu'elle commençait à accepter. Après la séance, ils se sont arrêtés dans une librairie. Clara s'est dirigée vers le rayon d'enfants. Une femme discrète, vêtue d'une robe en jean, était en train de lire à voix haute à 2 bambins. Luc s'est appuyé contre une étagère à proximité, observant Clara. Il s'est appuyé contre une étagère à proximité et a observé Clara. Il a choisi un livre et s'est assis à côté d'elle, en tailleur sur le tapis. Puis, elle a fait quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle a lu une phrase, à voix haute, doucement, de manière hésitante, mais sans équivoque. La femme assise à côté d'elle a levé les yeux. Surprise. Luc n'a pas bougé. Clara a relu la phrase plusieurs fois, jusqu'à ce qu'elle puis la prononcer correctement. Quand elle a levé les yeux, en voyant les yeux brillants de Luc, elle a rougi. Mais elle n'a pas arrêté. Dehors, alors qu'il marchait vers le camion, Luc a dit « Tu es courageuse, tu sais. » Will a penché la tête. « Non, a-t-il poursuivi. Pas seulement parce que tu as parlé, mais aussi parce que tu n'as pas attendu d'être parfaite. Tu as simplement essayé. Et c'est ça qui change les choses. » Clara. Elle ouvrit son carnet de croquis. À l'intérieur se trouvait le dessin d'une porte entr'ouverte, laissant passer la lumière du soleil. Ce week-end-là, la ville organisait son festival annuel d'automne. Cette fois-ci, Élise avait participé à la conception et elle a aidé à concevoir les flyers. Clara a de nouveau présenté son dessin au concours de jeunes artistes. Mais cette fois-ci, elle l'a signé elle-même. Clara Dane. Luc a remarqué le nom et elle a croisé le regard de Mara. Elle a hoché légèrement la tête. Elle m'a demandé la semaine dernière si elle pouvait utiliser son nom. Luc n'a rien dit. Il a juste pris sa main et l'a serré fort. Au festival, Evelyne a surpris tout le monde en finançant une bourse d'études a été créée en l'honneur de Rodri pour les enfants, qui surmonte l'adversité grâce à l'art. Ce n'était pas quelque chose de spectaculaire, juste un geste discret. Elle n'a pas prononcé de discours. À la place, elle a remis le premier certificat à Clara, accompagné d'une note manuscrite qui disait simplement « Tu es l'héritage qu'il n'a jamais pu vivre, mais qu'il aurait toujours choisi ». Will la serra contre sa poitrine comme un trésor. Ce soir-là, après le festival, la famille retourna à la cabane, sous un ciel étoilé. Ils s'assirent autour d'un feu de camp, ils grillèrent des marshmallows, rirent et chuchotèrent. À voix basse,
Ils se racontèrent des histoires. Mara se blottit contre l'épaule de Luc. Mara se blottit contre l'épaule de Luc. Élise tenait un thermos de cidre sur ses genoux et avait les yeux brillés d'une lueur et de quelque chose de plus, peut-être du contentement ou un sentiment d'appartenance. Clara se tenait tranquillement à quelques mètres, son carnet de croquis à la main. Carnet de croquis à la main. Elle se tourna. Vers eux, le feu derrière elle. Elle a ouvert la bouche. « Maman », a-t-elle dit. « Mara ». Elle s'est figée. « Oui, ma chérie ». Will s'est avancé. Sa voix était faible et hésitante. Sa voix était faible et hésitante. « Je t'aime, je t'aime ». Le temps s'arrêta. Mara se couvrit la bouche avec ses deux mains. Elle se couvrit la bouche avec ses deux mains. Les larmes coulaient. Elle tendit les bras et se laissa aller. Clara courut. Elle se jeta dans ses bras, puis se tourna vers Luc. « Je t'aime aussi », dit-elle. « Je t'aime aussi ». Luc pouvait à peine. Il pouvait à peine respirer. Il se pencha, les yeux humides, et murmura « Je t'aime plus que tu ne le sauras jamais ». Will acquiesça, puis leva les yeux. Il leva les yeux vers les étoiles et dit doucement, clairement « Elle ». Il prononça un dernier mot. « À la maison ». Le lendemain matin, le dessin apparut. Le matin, le dessin apparut sur le lendemain matin, le dessin apparut sur le frigo. Il représentait une famille debout. Ensemble, Mara, Luc, Élise et Clara, sous un arbre doré. Au-dessus d'eux, dans l'écriture soignée de Clara, il n'y avait que 3 mots. On est restés ensemble. On est restés ensemble. Et pour une fois dans leur vie, c'était vraiment vrai. Avant de partir, nous aimerions savoir d'où tu nous regardes aujourd'hui. C'est toujours réconfortant de voir ce petit coin d'internet connecté. Des âmes bienveillantes de partout. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des histoires vraies comme celle-ci, pleines d'espoir, de secondes chances et de la force tranquille de l'amour. Merci beaucoup. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, on partage des histoires vraies, pleines d'espoir, de deuxième chance et de la force tranquille de l'. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous lire. Nous vous remercions d'avoir passé du temps avec nous. À bientôt. Prends soin de toi. Toi, et ne cesse jamais de croire en bien qui existe encore dans ce